vous souhaite la bienvenue dans cette superbe salle que nous a prêté la ville de Fonteux. Je vais d'ailleurs passer la parole à M. Gostier. Un mot de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre commune de Fonteux. Je suis Éric Gostier, je suis directeur adjoint des services techniques et responsable du patrimoine classique. Donc, au nom de tous les élus de Madame le maire, je vous accueillir dans notre bâtiment. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Fonteux, c'est une petite ville de 15 000 habitants qui a la particularité d'être sur un territoire boisé à 70 postes. Et puis, nous avons la particularité également d'avoir un dépôt sur le plateau où nous sommes et le quartier bas sur le plateau. Et puis, français, il y a plein le long de la Seine, où vous pouvez situer la maison Faubert, parce que le Faubert faisait partie du plateau, justement. Et puis, voilà. Donc là, je voulais remercier Alterne pour l'organisation des différents ateliers qui nous permettent aussi de voir la réalité et puis justement de dédramatiser un peu le côté technique de ce que c'est d'apporter cette technique de l'économie d'énergie. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, qu'on se voit vers 11h pour faire la visite du site et puis quelques points techniques. Cette salle reste ouverte. Je vais introduire le propos. On ne l'a pas fait exprès, mais je pense que c'est le moment de se poser les bonnes questions sur le chauffage. Le chauffage, c'est un gros consommateur d'énergie. Donc on va adresser ce sujet aujourd'hui. On va le faire sous un angle. Finalement, on peut optimiser ses consommations lorsqu'on travaille sur les températures de réduit, lorsqu'un bâtiment est préoccupé. On a des gisements sur ce sujet-là dans les communes. Mais il faut aussi travailler sur le volet régulation. Donc on va faire un zoom un peu plus particulier sur ce volet régulation. On a aussi un contexte réglementaire qui s'y prête. Donc on fera aussi un lien avec ce contexte réglementaire. L'idée, c'est plutôt de vous donner des clés et des pistes de solutions avec des exemples concrets. Donc ça, c'est le premier volet qui est le volet sobriété. On ne peut pas faire sobriété sans comptage et sans pilotage, c'est important. Et le pilotage, on va vers la régulation et l'efficacité énergétique. Donc c'est des investissements qui sont très rentables. Il faut aussi travailler sur les bâtiments. Ça nécessite un petit peu plus d'investigation, un peu plus de temps. Mais tout ce qui est régulation est très rentable. Donc je vous invite à vous pencher sur ces sujets parce que derrière, il y a des temps de retour sur investissement. Ça vous donnera des marges de manœuvre en fonctionnement pour vos budgets. Ça, c'est vraiment important. Et puis évidemment, une fois qu'on va travailler sur la sobriété et donc aussi sur l'efficacité, il faut aussi intégrer des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Donc, à la fois sur la production d'électricité, notamment par le solaire photovoltaïque, mais également sur la chaleur renouvelable. Donc il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place entre la métropole et l'ADEME, qui s'appelle le contrat de chaleur territoriale, qui va démarrer en tout début l'année prochaine. Donc une collaboratrice qui vous en parlera un peu plus en détail. Et aujourd'hui, on va faire un zoom un peu plus particulier sur le solaire thermique, qui est une énergie qui n'est pas forcément très bien identifiée, bien connue. Donc on va vous expliquer comment elle fonctionne, vous expliquer sur un exemple concret comment on peut la mettre en œuvre. Et on a ici la chance d'avoir sur ce bâtiment une installation solaire thermique qui fonctionne. Donc on ira la voir tous ensemble, peut-être en deux groupes, sur la fin de la matinée. Voilà, je vous souhaite bonne matinée d'échange. N'hésitez pas à poser des questions, il y a des temps d'échange après chaque intervention pour ça. Et évidemment, on est à votre disposition à la sortie. N'hésitez pas à venir nous voir, on est là pour vous aider. Voilà, je peux passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à cet atelier maîtrise de l'énergie. Donc voilà, de manière très pratique, je voulais vous rappeler que l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de vous faire réaliser rapidement des économies d'énergie. Donc comme Jean-Christophe Bouclet indiqué, on va avoir un grand focus sur la régulation dans une optique de sobriété énergétique, c'est-à-dire on recherche la modération dans la production et la consommation de biens et de services, qui nécessite des ressources énergétiques immatérielles. Donc là, on est clairement dans la définition de la sobriété énergétique sur l'ADEME. Et effectivement, on va aborder la question du solaire thermique avec les grands principes du dispositif et un petit peu de retour d'expérience sur l'installation.
Je vais aussi vous rappeler les enjeux. Alors, on en parle un petit peu moins que lors de l'hiver dernier, mais on reste sur des enjeux d'exemplarité des collectivités territoriales en ce qui concerne la contribution à l'effort national de sobriété énergétique. Et bien sûr, pour vous, de manière très pragmatique, essayer de maîtriser vos factures d'énergie dans un contexte de coûts qui sont encore assez élevés. Du coup, on va passer à la première partie de l'atelier sur la régulation et je passe la parole à Matteo Giannini. Alors bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je vais me représenter, Matteo Giannini, je suis un économe de flux ou encore je suis chargé d'accompagnement sur les communes de la métropole de Rouen ainsi que les entreprises sur toute la thématique de la rénovation énergétique. Alors aujourd'hui, avec mes collègues Monsieur Mira et Monsieur Potier, on va vous présenter donc, la thématique de la régulation. Donc sur cette première diapo, vous allez avoir en fait une première définition que je vais vous expliquer qui est pure et dure de qu'est-ce que c'est la régulation, et dans un second temps un exemple. Alors la régulation, donc c'est un procédé au cours duquel tout simplement vous allez avoir en fait une grandeur qui est dite réglée et qui va être mesurée en permanence. Elle va être comparée à une valeur qui est de référence ou encore de consigne. Et tout simplement, grâce en gros, en fonction en fait, du résultat qu'il va y avoir entre la valeur réglée et la valeur de référence, on va avoir plus ou moins une correction qui sera faite. Et pour être un peu plus précis là-dessus, il faut savoir que la régulation permet, notamment pour quand on a sur du chauffage, par exemple, si on a des variations, par exemple à l'extérieur, ici il fait plus ou moins froid, cette régulation en fait, va permettre de réguler automatiquement en fait, le chauffage par exemple dans vos pièces. Donc, pour être plus clair, vous allez avoir ici en fait, un schéma de principe où en orange, excusez-moi, vous avez une température de consigne à 19 degrés. Donc si vous voulez, en fait, c'est la valeur de référence, donc la valeur consigne. Là, vous avez votre système régulé, donc ça va être la chaudière. Ici, vos capteurs, donc les capteurs qui sont donc là des sondes de température intérieure et extérieure. Et donc ces capteurs-là, ça va être, si vous voulez, la grandeur qui est dite réglée. Alors comment ça fonctionne? Les capteurs vont faire des mesures en permanence. Ils vont envoyer les données au comparateur pour étudier en fait la différence qu'il y a entre la grandeur donc réglée et la grandeur de référence. Et plus la différence entre ces deux valeurs sera différente, plus la régulation sera présente. Et donc en fait, ça permettra notamment au niveau de la chaudière de réguler une température adéquate dans les réseaux du radiateur pour obtenir une température de consigne intérieure de 19 degrés. Voilà. Sur la slide suivante, du coup, je vais vous présenter les différents types de régulation qu'il existe et les applications qu'on peut y faire. Donc en premier, vous avez une régulation qui est dite tout ou rien, donc c'est une régulation assez basique. Elle fonctionne en on-off. Pour exemple, on va prendre des détecteurs de présence. Pour des luminaires, donc imaginons que vous vous rapprochez d'un luminaire qui possède des capteurs. Le capteur en fait va détecter un mouvement, la lumière va se mettre en marche, et dès que vous allez repartir en fait, il va y avoir une horloge qui va avoir une certaine durée, et à la fin de cette durée-là en fait, le luminaire en fait va s'éteindre tout simplement. Donc, voilà, une marche on-off. Ensuite, excusez-moi, il y a des noms un peu barbares, mais vous allez comprendre au fur et à mesure, ça va bien se passer là-dessus, ne vous inquiétez pas. Il y a la régulation qui est dite proportionnelle, donc en fait elle permet de faire une correction qui est instantanée entre la valeur, comme on a parlé tout à l'heure, de référence et la valeur réglée. Et plus l'écart entre ces deux valeurs va être grand, plus la correction, donc la régulation sera forte. Et pour finir, la proportionnelle intégrale dérivée, où en fait celle-ci elle intègre l'adaptation de la correction en fonction du besoin et elle anticipe en fait en fonction de l'évolution. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va prendre en compte par exemple les besoins des usagers, en termes de température, de confort dans un bâtiment, et en fonction par exemple des conditions extérieures, s'il fait froid assez rapide, s'il fait froid, s'il fait chaud, en fait cette régulation va s'adapter en fonction des conditions extérieures pour vous permettre en fait de toujours nécessiter une température de confort à 19 degrés comme vous le souhaitez dans vos bâtiments. Donc voilà. Et donc c'est un peu là l'exemple où vous avez mis un système de chauffage avancé avec des sondes de température intérieure et extérieure. C'est typiquement l'exemple que je vous ai fait voir précédemment. Et en termes d'application, ça peut être assez varié. La régulation, ça ne touche pas que au chauffage. Vous pouvez avoir, comme je vous ai dit, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'eau chaude sanitaire et l'éclairage. Donc voilà, la régulation, c'est quelque chose qui est assez vaste. Donc il ne faut pas se limiter que au chauffage. Il y a d'autres domaines qui sont applicables aussi là-dessus.
Pour finir, pour ma partie, on va donc parler des intérêts de cette régulation. Alors, dans un premier temps, on vous en parle parce que c'est bénéfique. Vous pouvez réellement faire des économies d'énergie avec ce genre de système à mettre en place. Approximativement, on dit que c'est entre 10 à 15% d'économie d'énergie, mais ça va tout dépendre en fait de l'état initial de la régulation que vous avez dans vos bâtiments. Donc, plus vous avez un bâtiment qui ne possède pas de régulation, plus vous allez pouvoir en fait optimiser vos consommations et donc faire des réductions de consommation énergétique. Là maintenant, je vais vous présenter en fait quelques idées de régulation qui peuvent être appliquées. On va avoir notamment les réduits d'heures de chauffage sur vos bâtiments. Donc là, par exemple, imaginons, on est dans des bureaux. Les bureaux, voilà, vous finissez à 17h, vous allez par exemple mettre des réduits pendant l'état d'inoccupation, donc le soir, la nuit ou en week-end. Et puis vous pouvez en fait ajuster vos plages horaires en fonction de votre horaire de travail. Après, il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi adapter en fonction des températures. Donc, par exemple, dans l'idée, je vais reprendre l'exemple du bureau. Vous êtes dans des bureaux en occupation, généralement on dit que c'est 19 degrés. Après, je sais très bien que ça va dépendre du ressenti des uns des autres, ça on le sait, mais nous on vous dit voilà, que c'est généralement il faut mettre 19 degrés. Il n'y a pas que les bureaux, vous avez par exemple aussi tout ce qui va être gymnase. Imaginons que vous avez des gymnases avec des activités assez physiques. Vous pouvez tourner aux alentours de 14 degrés. Vous pouvez être à des alentours de 16 degrés. Pareil, que ce soit la nuit, le soir ou en week-end. Et en période d'inoccupation prolongée, donc dans l'idée, si c'est pendant des vacances scolaires ou vous avez un week-end avec des jours fériés, vous pouvez être en votre chauffage votre bâtiment en température hors gel. Donc c'est entre 8 et 12 degrés. Pour vous montrer un petit peu un exemple ici, vous avez des schémas, c'est un peu le récap de ce que je vous disais là. Dans l'idée, là on va prendre le cas concret du bureau. Le bureau, de minuit à 7h du matin, vous êtes en inoccupation, donc vous allez laisser votre chauffage à 16 degrés. On met à partir de 7h une relance qui permettra en fait d'atteindre les 19 degrés à 8h, donc généralement quand les personnes arrivent. Et donc de 8h à 17h, le chauffage tourne et vous avez dans vos pièces 19 degrés. À partir de 17h, on met un réduit pour arriver à 16 degrés à 18h. Et ça, c'est un cycle qui va être continu. En dessous, là, ça va être du coup, par exemple en week-end, vous allez dans vos bureaux, vous laissez en fait du samedi au dimanche une température à 16 degrés. Ça nous arrive encore de trouver des fois ça peut arriver à tout le monde, des thermostats qui sont encore propres, qui ont des programmes, mais qui fonctionnent donc, du lundi au dimanche. Et alors qu'il n'y a pas forcément d'occupation durant le week-end. Ce qui fait que du coup, vous avez des dépenses, vous n'êtes pas forcément au courant, et ça vous impacte vous, sur vos consommations et sur vos factures. Donc maintenant que je vous expliquais un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la régulation, on va y mettre aussi des avantages. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est faire des économies d'énergie, maîtriser donc vos consommations et en fait c'est-à-dire qu'on va avoir, ça va être une optimisation. En fait, vous allez mettre en place cette régulation qui va vous permettre d'affiner vos besoins en fonction de vous et de votre bâtiment. Donc, c'est quelque chose qui est assez précis. Généralement, vous avez quand même des temps de retour d'investissement assez rapides par rapport à la mise en place de ce genre de procédé. Vous limitez les actions humaines et les sources d'erreur parce qu'en fait, c'est un automate, c'est un système qui est autonome et qui s'autorégule tout seul. Donc, ça évite aussi les marges d'erreur. Et pour terminer, les durées de vie du chauffage, donc des productions de chauffage comme des chaudières, à coup, ils augmentent, ils se détériorent moins vite de par la mise en place d'une régulation. Quand on fait ces économies-là, je vais remettre une couche sur quelque chose qu'on vous a déjà assez parlé, je pense, c'est le décret tertiaire, où vous avez des obligations en fonction de la surface. Si vous avez des bâtiments qui ont une surface supérieure ou égale à 1000 m², vous avez des obligations de réduction de consommation énergétique. Et cette régulation, en fait, mine de rien, c'est quand même un premier pas vers ces économies-là à atteindre pour l'objectif du décret tertiaire. Et ça vous permettra aussi de mettre en œuvre des systèmes de régulation automatique de chaleur que mon collègue, M. Mira, vous présentera par la suite. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Guillaume Mira, je suis aussi économe de flux au service tertiaire de la société Alterne. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler du décret BACS, puisqu'on ne peut plus parler aujourd'hui de régulation sans parler du décret BACS. Alors BACS, c'est l'acronyme de Building Automation and Control System, donc c'est pour dire que les bâtiments automatisés et les systèmes contrôlés. Donc en fait ce décret, il va imposer aux bâtiments
neuf et existant d'avoir un système d'automatisation et de contrôle. Donc il y a eu deux décrets, un qui est sorti en 2020 pour les bâtiments qui auront une puissance supérieure à 290 kW, et un le 7 avril 2023 pour les bâtiments avec une puissance supérieure à 70 kW. Alors quand je parle de puissance, en fait je parle de puissance cumulée sur les puissances de chauffage, de climatisation et de ventilation. Donc toutes ces puissances cumulées, si elles, en 2023, si elles dépassent 70 kW, et ben, le bâtiment devra respecter le décret BAX. Donc l'objet du décret BAX, voilà, c'est la mise en œuvre de systèmes d'automatisation et de contrôle pour les bâtiments tertiaires, qu'ils soient marchands ou non marchands, et des systèmes de régulation automatique de chaleur. Donc quand est-ce que ce décret prend effet? Eh bien, pour les bâtiments supérieurs à 290 kW, c'est à partir du 1er janvier 2025, et pour les bâtiments supérieurs à 70 kW, ça sera à partir du 1er janvier 2027. Donc les systèmes concernés par la régulation qu'on appelle aussi la GTB, donc une gestion technique des bâtiments, qui va permettre de contrôler le bâtiment dans son ensemble, et bien, il s'applique sur le système de chauffage, de climatisation et sur les systèmes aussi de ventilation. Et en fait, ce décret, il vient vraiment s'ajouter au décret tertiaire. C'est un complément, et c'est pour ça que ce décret est une étape indispensable à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire qui ont été évoqués juste avant. Donc, les 3 points à respecter, une fois que le bâtiment possède la GTB, eh bien, c'est de suivre, enregistrer et analyser les consommations énergétiques en temps réel et par zone fonctionnelle. Et une fois qu'on suit, on analyse les consommations, eh bien, on va pouvoir observer la réduction des consommations, et ça va être une boucle continue d'amélioration. C'est-à-dire que c'est pas juste installer la gestion technique des bâtiments puis faire des économies, c'est vraiment une boucle d'amélioration, comme je disais, et ça va permettre d'ajuster les systèmes techniques en fonction de l'analyse et du besoin. La GTB aussi permet de détecter et d'alerter les responsables d'exploitation des potentielles dérives de consommation. Donc ça permet d'éviter les surconsommations et les coûts de maintenance supplémentaires, puisque le bâtiment aura un suivi en temps réel. Donc voilà, ces objectifs, ils concernent les équipements, encore une fois, de chauffage, de climatisation et de ventilation, puisque ce sont eux les éléments les plus énergivores dans un bâtiment. Ensuite, je vais passer à une étape un peu plus concrète, c'est comment on fait pour réguler son chauffage. Eh bien, dans un premier temps, il faut définir les besoins. Définir les besoins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de quelle température et quand. Donc, si on prend un exemple de bureau, pour continuer l'exemple qui a été évoqué juste avant, un bureau qui est occupé du lundi au vendredi aura besoin de 19 degrés de 8h à 18h environ, 8h à 17h, pardon, environ. Donc, une fois que les besoins sont définis, on va pouvoir passer au bâtiment et savoir comment il se comporte, et on va pouvoir estimer le temps de chauffe du bâtiment. Donc là, dans ce cas-ci, on va lancer le chauffage à 4h du matin et observer à quel moment on obtient la température de consigne. C'est-à-dire qu'en lançant le chauffage à 4h du matin, le bâtiment va monter en température, puis va atteindre la consigne. Sauf, et c'est le même principe lorsque l'on coupe le chauffage, où le bâtiment verra sa température descendre jusqu'à 21h. Donc, ici on voit bien qu'il y a une partie d'énergie dans les zones en grise qui est une énergie qui ne répond à consommer et qui répond à aucun besoin. C'est pourquoi, une fois qu'on connaît le bâtiment, on va pouvoir faire des ajustements pour pouvoir optimiser et réduire ces zones d'énergie consommée qui ne répondent à aucun besoin. Donc, en lançant le chauffage 1 heure, 2 heures plus tard, eh bien, on va pouvoir optimiser en optimisant le temps de relance, on va pouvoir gagner sur ces zones ici, qui sont des zones où on n'aura pas totalement 19 degrés, par exemple, dans le bâtiment, mais on les obtiendra, on n'aura peut-être pas 19 à 8 heures, mais on les aura à 8h15, 20. Donc c'est quand même acceptable, entre on va avoir 18,5 et 19. Et c'est exactement le même principe lorsqu'on coupe le chauffage, puisque tous les bâtiments se comportent différemment.
un bâtiment qui est isolé par l'extérieur comme celui-ci va mettre peut-être un peu plus de temps à chauffer, mais il va aussi conserver la chaleur beaucoup plus longtemps et pouvoir la restituer. C'est là qu'entre la notion d'inertie du bâtiment, justement. Alors qu'un bâtiment isolé par l'intérieur va chauffer plus vite, mais il va aussi se refroidir plus vite. Donc c'est vraiment propre à chaque bâtiment, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'avoir le ressenti des personnes à l'intérieur et de savoir si le chauffage est lancé assez tôt ou on peut encore le lancer plus tard. Donc là voilà, cette dernière slide sur laquelle je vais parler, ça va permettre de vraiment mettre en évidence les économies qu'on fait en optimisant la relance de chauffage. Il faut savoir que la relance de chauffage, c'est entre 5 et 15% d'économie d'énergie, en plus de ce qui a été évoqué avant. Donc sur les zones en vert, ce sont des zones d'économie d'énergie où on va pouvoir avoir le bâtiment où les besoins sont le temps de chauffe du bâtiment va être le plus proche des besoins possibles. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Benoît Potier. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benoît Potier, économe de flux également, avec l'équipe qui vient de passer. Là, on va parler en fait d'un cas concret. En fait, tout à l'heure, on a vu le schéma de principe de la régulation de chauffage que Mathéo vous a présenté. Donc là, on a essayé de donner un exemple avec une mairie qui a une chaudière gaz sans système de chauffage, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de régulation spécifique sur la température de chauffe de la chaudière. Donc là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est d'y associer un système de régulation. Donc, avec le système de régulation donc, qui va être mis en place sur les différents éléments de la chaudière. On va donc y mettre en place un système qu'on appelle une loi d'eau, qui va être associé à une 23 voies. Donc, en fait, on a la 23 voies qui est ici, qui fait passer le fluide chaud produit par la chaudière soit vers les radiateurs, soit on peut le fermer vers la chaudière. Et en fait, c'est une vanne de réglage qui va plus ou moins envoyer du chaud selon les besoins. Donc pour ça, il faut plusieurs équipements. D'abord, il faut un thermostat programmable donc, qui va intégrer la consigne de température ici. Donc le thermostat va être également équipé d'une sonde de température intérieure. Le thermostat va être relié au régulateur, l'organe qui va réfléchir et qui va dire ce qu'il faut faire à la 23 voies. Et on a également associé au régulateur la température extérieure, c'est-à-dire que on va pouvoir répondre aux besoins de température intérieure en envoyant plus ou moins de fluide sur le radiateur, mais on va aussi pouvoir réguler la température de sortie de la chaudière en fonction de la température extérieure, c'est-à-dire que au lieu de chauffer en permanence à 80 degrés, quelle que soit la température qu'il y a dehors, on va pouvoir baisser la température quand il fera plus chaud dehors, et du coup, consommer moins d'énergie. Pour cela, il faut également installer, donc, si c'est possible, des robinets thermostatiques qui sont des organes de régulation qui se trouvent au niveau de la distribution. En fait, pour affiner la température que vous souhaitez dans chaque pièce. Peut-être que vous avez des pièces où vous avez besoin de 19, d'autres 16. Enfin, après, ça affine encore plus le besoin et du coup, on va consommer moins d'énergie. On peut aussi y associer un optimiseur de relance dont a parlé tout à l'heure Guillaume pour optimiser les horaires de fonctionnement du système. Bien évidemment, il faut définir les horaires d'occupation du bâtiment, définir quand le bâtiment est occupé, quand il faut chauffer, quand on met en réduit ou en gel. Et puis après, il faut procéder à des essais, justement pour ajuster ce dont on parlait tout à l'heure, au niveau des temps de relance et d'arrêt de la température, pour réguler, en fait, avec l'équipement qui est ici, les plages de réglage. Alors, dans la partie régulation, dans la partie économie d'énergie, il y a aussi un outil qui est intéressant, c'est le contrat d'exploitation de performance. En fait, ce sont des contrats de maintenance, qu'on appelle vulgairement. Donc, l'objectif des contrats d'exploitation, c'est de maintenir les installations en bon état de fonctionnement, avec plusieurs leviers. D'abord, on va pouvoir sous-traiter le pilotage des performances au travers de clauses d'intéressement, des installations de chauffage, mais également de ventilation et de climatisation. Et
pour le coup, on va également faire la maintenance préventive, c'est-à-dire ce qu'on appelle le P2. L'intérêt des contrats de maintenance, c'est que par un entretien régulier, c'est un peu comme une voiture, parce que si vous n'entretenez pas, elle tombe en panne. Je veux dire, c'est pareil, si on n'entretient pas, ça tombe plus souvent en panne. Donc là, avec la maintenance préventive, on va pouvoir optimiser le fonctionnement et limiter les pannes. On va également pouvoir, au travers du contrat de moyens, assurer le confort des usagers, puisqu'on va demander à l'exploitant une garantie sur la température demandée. On va pouvoir aussi répondre aux obligations réglementaires liées aux installations thermiques, notamment arrosage de cheminée, réglage des brûleurs, enfin toutes les opérations qui sont réglementaires. Et par le fait du contrat, on va pouvoir également réduire les consommations énergétiques, les coûts de fonctionnement et par la même occasion les émissions de gaz à effet de serre. Donc un contrat de performance, un contrat d'exploitation, c'est un des moyens pour assurer une régulation efficace. Les différentes composantes d'un contrat de maintenance, il y en a trois principalement, le P1, le P2 et le P3. Donc, pour faire simple, le P1, c'est la partie qui est liée à la consommation et à la fourniture d'énergie, que ce soit de l'électricité, du gaz, du fioul. Le P2, c'est l'entretien de maintenance courant, comme on appelle vulgairement le chiffon burette, hein, c'est l'entretien courant des équipements, la conduite, la maintenance, les dépannages, les astreintes si c'est nécessaire, les petites réparations. Et le P3 qui est optionnel peut comprendre deux parties. Le gros entretien et renouvellement, c'est ce qu'on appelle le GER, c'est-à-dire que là, l'exploitant va vous programmer sur la durée du contrat le remplacement des gros équipements en fonction de leur durée de vie, en fonction de la date à laquelle ils ont été mis en service. Ça vous permet de lisser les dépenses de remplacement des gros matériels. Et puis, on a aussi, on peut avoir un contrat MRE, maintien et renouvellement, où là, vous avez un bordereau de prix qui est établi au début du contrat et qui fige en fait les prix de remplacement des petites pièces comme des vannes 3 voies, un régulateur, une sonde de température. Voilà. Le P3, en fait, ça permet de mieux maîtriser les coûts de remplacement des équipements CDC. Également, dans le contrat de maintenance, on peut parler des consignes de température et des réduits, avec des cibles de consommation, c'est-à-dire que l'exploitant va s'engager sur la durée du contrat à tenir une quantité d'énergie par bâtiment, par chaudière, par la structure des équipements. Et donc, il devra performer là-dessus. Et après, l'intérêt, c'est que la cible, si elle n'est pas atteinte, c'est-à-dire s'il consomme plus, vous pouvez faire porter, alors ça se négocie évidemment, faire porter le plus, ce que vous consommez en plus par le prestataire. Et s'il fait mieux, ben, vous partagez les gains. Ce qui est intéressant aussi dans ce type de contrat, c'est qu'on va en parler après, mais on a différents formats de contrats selon les besoins, selon les installations que vous avez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des cibles, il faut vraiment que les cibles soient renégociées à chaque saison, puisque sinon, vous n'êtes pas toujours gagnant. Alors, les différents types de contrats, il y en a 4. Il y a le marché forfait, MF. Donc là, on a la définition. C'est un contrat forfaitaire qui dépend de ce qui est fixé dans le contrat. En fait, vous forfaitisez les prestations du P2, du P1. Les avantages, c'est que vous avez un budget très très prévisible. Les inconvénients, c'est que vous ne tenez pas compte des conditions climatiques, donc ça peut être pénalisant si l'hiver est doux. Et les inconvénients aussi de ce contrat, c'est que tous les efforts ou les actions d'économie d'énergie ne sont pas valorisés. Le deuxième type de contrat, c'est le marché de température extérieure. Marché de température. Donc là, dans ce contrat-là, c'est un contrat qui intègre l'énergie à prix forfaitaire sur la base d'un hiver moyen, avec un nombre de DJU, de degrés jour unifiés, standard,
qui est ensuite corrigé en fonction de la météorologie de l'année en cours. Il intègre également donc, le montant corrigé donc, du P1 principalement en fonction des conditions climatiques. Donc, les avantages de ce contrat, c'est que là, vous prenez en compte la rigueur climatique, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer un forfait sur l'énergie, le P1, là, il va être adapté à la consommation, enfin à la température extérieure. L'autre intérêt, c'est que l'exploitant, il a tout intérêt à tenir sa cible, puisque sinon, c'est lui qui va prendre les plus-values à sa charge. Un des inconvénients de ce contrat, c'est que les efforts et les actions d'économie d'énergie sont moins valorisés. Le troisième type de marché, c'est le marché compteur. Donc là, tout est dans le texte. Hein. Vous avez un compteur et vous payez ce que le compteur compte. Donc vous payez uniquement ce que vous consommez, avec un prix de l'énergie actualisé tous les ans, avec une formule de révision. L'avantage, c'est que vous ne payez que ce que vous consommez, et que donc, les efforts qui sont faits par les usagers ou par l'exploitant, tous les efforts qui sont faits sur la partie réglage sont valorisés. Les inconvénients, c'est que parfois, souvent, les coûts d'installation des compteurs d'énergie sont assez chers et qu'il est difficile de faire une prévision budgétaire. On ne peut pas prévoir ce que les gens vont consommer. Et puis enfin, le dernier type de contrat, c'est le marché prestations forfait, où là, donc l'énergie est fournie par la collectivité, qui en confie l'usage au titulaire. Les avantages, c'est que la collectivité connaît ses consommations à l'avance et qu'il n'y a aucune marge sur l'énergie, puisque c'est qui la gérer financièrement. Les inconvénients, c'est qu'il y a moins de possibilités de révision, notamment sur la partie sur la météorologie, et que ça nécessite une surveillance de consommation en interne. Et dans tous les cas, dans les différents types de contrats qu'on a vu, ce qui est intéressant, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les clauses d'intéressement, donc sur les consommations, donc sur les cibles que vous aurez définies avec l'exploitant, définies en fait quelle consommation d'énergie vous allez utiliser pour chaque bâtiment. Donc, Maud Pétel, je suis la responsable de pôle. Je vais vous parler un petit peu des consignes de température. On vous en a parlé rapidement tout à l'heure. On a, bien sûr, en fonction de l'usage, les bâtiments ont des besoins différents en termes de chauffage. On a souhaité vous faire un rappel de ce qui est en fait indiqué dans les textes réglementaires. Donc on a deux grands textes qu'on vous proposait, qui est le Code de l'énergie. C'est relativement récent que ce soit intégré dans le Code de l'énergie. Et un arrêté sur les locaux sportifs intégrés. Donc, sur la grande majorité de vos locaux, c'est-à-dire les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux, d'établissements recevant du public, et tous les autres locaux, à l'exception d'une liste qui est indiquée dans deux articles, on est vraiment sur une température de 19 degrés en occupation, 16 degrés sur une inoccupation relativement réduite, donc 24 à 48 heures, typiquement le week-end, et 8 degrés sur les périodes d'inoccupation prolongée, donc supérieures à 48 heures. En complément, donc parmi la liste d'exceptions, vous avez celles qui sont traitées par l'arrêté du 25 juillet 1977, ça remonte un petit peu, et qui pour vous concernent notamment les locaux sportifs. On n'a pas fait apparaître ici les locaux du domaine de la santé où c'est un petit peu spécifique. Mais pour les locaux sportifs, bon, voilà, les piscines, vous avez 27 degrés sur la partie hall des bassins, 23 au niveau des vestiaires. Les patinoires, étant donné le contexte très particulier, c'est 12 degrés dans les circulations et gradins 20 degrés dans ce qu'on appelle les annexes. Donc les annexes, en gros, c'est les vestiaires et les douches. Pour tout ce qui est gymnastique, 18 degrés ou 15 degrés en fonction du type de gymnastique. Et tous les autres locaux sportifs, c'est 14 degrés en partie vraiment locaux dédiés à l'activité sportive et 20 degrés dans les annexes, donc encore une fois les vestiaires et les douches. Donc en appliquant
ces consignes de température vraiment sur vos locaux et encore une fois sur les plages horaires qui correspondent à votre besoin, vous pouvez réellement faire des économies d'énergie assez importantes. Donc en complément, voilà, les principaux bénéfices sont associés à la mise en place des systèmes de régulation. Encore une fois, c'est la première étape et indispensable pour atteindre les objectifs liés au décret tertiaire. Donc, on peut estimer que si vous partez d'une situation initiale assez dégradée, vous pourriez aller jusqu'à 40% d'économie d'énergie en travaillant sur la régulation. Là, vous n'avez pas encore fait de travaux sur le bâtimentaire. Vous pouvez, si votre situation initiale est assez dégradée, atteindre l'objectif 2030 assez facilement. Bien sûr, les économies d'énergie, c'est bien, mais vous allez me dire, qu'en est-il du confort des usagers ? Et en réfléchissant à votre besoin, aux températures de consigne, vous pouvez améliorer le confort des usagers. Je reviens sur l'exemple des salles de sport. Trop chauffer une salle de sport, c'est pas nécessairement améliorer le confort des usagers. Il y a des sports, je vous donne l'exemple de la boxe. La boxe à 19 degrés, ça commence à devenir difficile. La boxe à 14 degrés, c'est beaucoup plus faisable. Donc vous pouvez améliorer le confort de ces usagers par la gestion à la fois de la plage horaire de chauffe et des températures. Donc bien sûr, réduire votre budget énergie, maintenance, exploitation, en détectant vite et en priorisant tout ce qui est anomalie et surtout en étant capable d'agir rapidement. Vous connaissez et vous gérez vos consommations en continu, ce qui est un vrai plus pour vos communes. Et pourquoi pas, ça vous permettrait d'anticiper vos budgets, ce qui peut être intéressant. Et bien sûr, d'optimiser la durée de vie des appareils et de vos systèmes. Quelques points d'attention toutefois. On vous a reparlé rapidement du décret VAX. Il y a vraiment une question d'identification des bâtiments qui sont assujettis. Il y a une puissance cumulée supérieure à 70 kW, ça va vite. Et tout ce qui est ressources humaines nécessaires au suivi de l'outil. Donc là, tout ce qui est mise en place, régulation, identification, quels bâtiments sont assujettis au décret VAX, ce type de choses. En quoi est-ce qu'on peut vous être utile sur ce sujet? Déjà en commençant par faire des événements comme celui-ci, en vous sensibilisant à l'importance des systèmes de régulation, en particulier sur la question du chauffage. On vous fait régulièrement des informations sur les décrets tertiaires et les décrets VAX. Et bien sûr, on peut vous accompagner à la définition de votre besoin. Donc on a mis quelques exemples. On peut faire un cahier des charges type mise en place d'un système d'automatisation de contrôle. Et pourquoi pas structurer une grande projet de GTB, GTC. En bref, si vous avez des projets, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais laisser la parole à M. Vattier pour un retour d'expérience de la ville d'Utrey. Bonjour à tous, Vattier, directeur général des services de la ville d'Utrey. Je vous prie d'excuser M. le maire qui devait être là, mais il est parti une semaine à l'étranger à titre personnel. Dans la présentation, vous allez voir, vous allez retrouver beaucoup d'applications de ce qui vient d'être présenté. Par contre, je vais la démarrer par la présentation d'une démarche, d'une démarche qui a démarré en 2018. Parce qu'il faut rentrer dans la compréhension de cette démarche pour arriver au moment où on est sur la régulation. Et vous verrez, ma présentation sur la régulation n'est pas du tout technique, elle est vraiment la philosophie de la gestion de l'énergie sur la ville. Alors, le trait, c'est particulier parce que 29 000 m² de surface bâtie, 28 bâtiments dont 11 de plus de 1000 m², oui, ça peut être anecdotique, sauf que la ville d'Utrey, c'est une ville de 4500 habitants. Donc en termes d'équipement patrimonial, c'est l'équivalent d'une ville de 20 000 habitants, c'est l'histoire de cette ville. Et un patrimoine qui a pas vécu d'entretien de profondeur depuis 20 ans. Donc 4 gigawatts énergétiques sur l'ensemble des surfaces bâties, donc on est à 139 kWh par mètre carré par an. Si on devait rénover, qui est à 80, vous voyez l'effort, et j'ai volontairement mis tous les bâtiments, c'est-à-dire que j'ai compté dans les mètres carrés du local destiné à accueillir les sanitaires publics. Et il y a eu une volonté très clairement politique affichée par l'équipe municipale. C'est suite à la COP21 de 2018-2019. L'équipe municipale nous a
confié trois vecteurs. Un voulait accélérer. En fait, il y avait deux objectifs, certes être vertueux, mais c'était aussi réduire de manière drastique les consommations énergétiques parce que ça devenait problématique dans les budgets. Donc c'était, on a identifié notre année de référence qui est 2013, et c'était atteindre les critères 2050 en 2030. En utilisant la production d'énergie renouvelable électrique en autoconsommation et atteindre les 550 kWh annuels produits avant 2026. Tout ça en passant par la numérisation de la collectivité. On revient sur la partie humaine. Il y a Sébastien qui est dans la salle, qui pilote le dossier. Mais on a eu beaucoup de mise de ressources humaines affectées au système. Et la numérisation permet de transformer l'activité ingrate de collecte des données par plutôt de l'intelligence sur le pilotage. Et puis l'objectif qui a été fixé aussi, c'est la pérennisation, c'est-à-dire que pour le prochain mandat municipal, le management de l'énergie devient une activité de la collectivité. Alors, la démarche de 2018 à 2024, en 2018, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un diagnostic complet de notre patrimoine. En fait, on a fait un DPE sur l'ensemble des 28 bâtiments. Alors, ça a été un investissement, ça peut coûter cher. Mais on a ainsi disposé de l'intégralité de la consommation de tous nos bâtiments et de tous les travaux qu'il y avait à faire. Alors en 2019, on a fait un contrat de performance électricité. Alors, on y viendra sur les... parce que vous n'avez pas parlé des CPE, des MPGP dans les contrats. Là, on a innové. En fait, en 2018, on a constaté qu'on avait autant de contrats électricité que de bâtiments. Et là, on a décidé de faire un contrat de performance électricité. On y viendra parce que je l'aborderai, où on n'a plus qu'une seule facture électricité pour l'ensemble de la collectivité. Et nous n'avons pas voulu passer par l'appel d'offres de la métropole. Et dans ce contrat de performance électricité, alors tout à l'heure, on a parlé de P1, P2, P3. Alors en électricité, c'est rigolo, on parle de G1, G2, G3. C'est la même logique. Donc on a combiné consommation, maintenance, travaux, avec un objectif qui était de baisser les consommations électriques en 2 ans, de 20%, avec intéressement et pénalité. En 2020, nouvelle élection municipale, il n'y a pas eu de changement d'équipe municipale, en particulier de maire, donc on est resté sur la cohérence. Donc on a fait notre schéma de développement immobilier et il a été décidé en début de mandat de fixer les montants d'investissement sur le patrimoine et l'énergie sur la durée du mandat non révisable. Ça a été un gros effort pédagogique de la part de M. le maire. Il a dit, voilà, tous les ans, je trace mes investissements sur mon patrimoine et mon énergie. On n'y touche pas, quoi qu'il se passe. Ce qui est quand même beaucoup plus facile pour faire de la projection et de la planification. En 2021, on a eu nos résultats 2 ans après de notre CPE. On avait diminué de 23% nos consommations d'électricité. C'est bien tombé parce que c'est là où ça a commencé à monter. En 2022, on a été labellisé territoire transition énergétique. Et puis est arrivé le plan acté. Et bon, c'est une opportunité parce qu'on s'est dit, mais pourquoi pas en profiter pour commencer à instrumenter nos bâtiments. En fait, ça a été le déclencheur. Et puis, il y a eu le plan de sobriété, je répète tout ce que on a constaté, qu'on avait des usages particuliers, on n'était pas sur les bonnes températures, etc. Et là, à partir de là, on a dit, nous, on va faire ce qu'on a fait en électricité, on va le faire sur le chauffage. Et là, on a lancé un marché public global de performance qui allie performance sur la consommation, maintenance du patrimoine, travaux, régulation, intéressement, pénalisation. On s'est fait aider par Alterne, j'en profite, une fois qu'on avait, nous, construit tout notre cahier des charges, je l'ai fait relire par les gens d'Alterne pour vérifier qu'on ne s'était pas trop trompé. On a eu quelques corrections, mais c'était un vrai appui, j'en parle, parce qu'on est parti sur 10 ans. Et dans le marché global, vous verrez, on est parti sur la même logique, c'est baisser nos consommations de chauffage de 20% en 4 ans. Et puis en 2024, dans le MPGP, on avait prévu, tous nos bâtiments BAX seront instrumentés, dont les 5 bâtiments qui consomment le plus, en plus, auront un pilotage pièce par pièce. Et cette régulation amène 10% supplémentaires, on retrouve les chiffres. On estime 10% supplémentaires sur la régulation. Et quand vous voyez 20, 23, 21, 10, on est parti pour en 2030 atteindre les critères 2005.
Je vais aller très très vite, mais voilà, on avait 28 bâtiments dans le SDI, il y en avait 24 qui ont été classés, il y avait 2 bâtiments, les élus ont dit, ceux-là, on pense qu'ils disparaîtront, alors on les a sortis. Il y en a 2 qui sont complètement prévus d'être renouvelés, parce qu'on est aussi petite ville de demain, et il y a 2 bâtiments qui sont dans le programme petite ville de demain, donc on les a sortis aussi, puisque de toute façon ils vont être rénovés. Voilà, et sur les 24 bâtiments, le choix, et c'est un vrai choix politique, hein. Moi j'en parle, enfin, il faut aussi avoir des sujets-là. Il a été décidé que sur la durée du mandat, il y aurait 4 millions liés à l'énergie, sur le patrimoine. 2 millions sur les travaux dédiés bâtimentaires et 2 millions sur le P3G3 dont on parlait tout à l'heure. Et on voit bien que finalement, on ne fait que 2 millions de travaux sur nos 24 bâtiments. Il n'y a pas de... Enfin, c'est important, mais ce n'est pas non plus très important par rapport... On ne rénove pas tous les bâtiments. On fait des morceaux de travaux pour atteindre les objectifs. Et ce qui fait que, avec notre CPE et notre MPGP, on est parti pour atteindre nos objectifs. Alors, là, je vais aller très très vite, hein, mais CPE, contrat de performance électricité, on revient, mais c'est le niveau d'au-dessus des 4 projets qui ont été mis en place. Hein, en fait, on sécurise les économies d'énergie, on garantit le niveau de performance. Alors, moi, j'en parle parce que la vraie approche, elle est là. En fait, on associe l'achat d'énergie à la maintenance qui doit permettre de diminuer les volumes et à l'investissement qui doit obliger la diminution des volumes. Parce que quand on fait, enfin, je le dis à titre personnel, quand on passe beaucoup d'énergie pour faire un contrat d'achat d'énergie, on est en train d'aller chercher quelques pourcents d'économie sur 40% de sa facture. Puisque la fourniture, c'est 40% de sa facture. En obligeant le délégataire à faire des travaux qui diminuent la maintenance, qui diminuent le volume dans un prix négocié, et que si je n'atteins pas ce volume, enfin si je le dépasse, c'est lui qui paye la différence, ça motive votre délégataire et vous maîtrisez votre ligne financière. Donc ça met de l'ingénierie, mais enfin, là je fais de la pub pour ASP la Terre, là-dessus ils sont capables de vous accompagner. Et moi j'ai donné mes 2 contrats à Jean-Christophe, attitude de transparence pour servir de modèle. On est vraiment sur ça. En fait, les travaux de maintenance, les travaux d'investissement, ils sont dans un objectif de baisse des consommations annuelles. Et le MPGP, c'est un peu la même logique, sauf que là, au lieu de travailler uniquement sur le système d'exploitation, on travaille aussi sur les bâtiments. Donc on a le délégataire à un co-traitant qui travaille sur les bâtiments. Et nous, là, voilà, l'objectif, c'est toute notre gestion d'énergie, elle est mise en place en 2 ans, et on passe de 2121 MWh à 1674 en 2027. Et si le délégataire n'atteint pas ces résultats, non seulement il paye les mégawattheures supplémentaires consommés, mais en plus il est pénalisé parce qu'il ne nous permet pas d'atteindre le décret tertiaire. Donc il a tout intérêt à ce que ça réussisse. Alors c'est de la négociation, pour votre info, ça a duré, Sébastien, 14 mois à peu près. 14 mois, et en termes de technique d'achat, on a fait un marché public avec négociation. C'est-à-dire que les répondants au marché sont venus 3 fois nous expliquer comment ils allaient atteindre les résultats. Là aussi, enfin, j'en profite, c'est facile de se faire accompagner. Enfin, c'est facile. On se fait accompagner. Voilà, donc là je refais, et on reviendra sur les avenants. En fait, en 2013, il y a eu un marché de température extérieure qui a été mis en place, et le délégataire, il ne s'est pas embêté. Il a fait ses travaux très très vite, il a atteint sa cible de consommation quasiment l'année d'après, et puis le contrat, il a vécu. Et puis en 2018, on s'est saisi du sujet, et on a commencé à faire fonctionner les avenants. Alors juste, pour vous donner un chiffre, entre 2018 et 2023, 7 avenants de température. Là, on vient de finir l'année 2023, il me reverse 41 000 € d'intéressement de baisse de consommation. C'est-à-dire que globalement, on a divisé de 82 000 €, puisque on prend la moitié pour lui et la moitié pour lui. Donc, tous les ans, on a négocié l'avenant, et vous voyez que tous les ans, en chauffage, on a baissé, sauf une année particulière, qui est l'année Covid, parce qu'on chauffait les écoles en ouvrant les fenêtres. Ça s'est vu tout de suite, par contre, ça nous a interpellés, vous verrez que ça a été dans le choix des équipes. Et puis, en 2018, on a fait notre CPE, l'électricité, elle est là. 2 ans après, on avait bien atteint
les 23%, et tous les ans, on fait un avenant sur ce qui est enclenché, on l'acte, et on continue à gratter. Donc il y a Acté qui est venu, donc on a mis ça dans nos écoles, alors la bibliothèque. La bibliothèque n'est pas un bâtiment de plus de 1000 m². Là, c'est un choix politique. Dans la bibliothèque, on la rénove. En fait, qui est surtout cherché par les élus, c'est le confort intérieur des usagers à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, à la fois en chauffage, mais aussi l'été, en termes de fraîcheur. Et on l'a étendu à l'ensemble de nos bâtiments. Et vous voyez, il n'y a pas que des bâtiments à 1000 m². Alors là aussi, on utilise, j'en profite pour donner l'information. Nous, on s'est rapproché de la DDTM. J'espère que vous avez l'information, sinon je vous la donne. La DDTM, elle est d'accord que sur les baisses de kilowattheure, on soit dans une démarche globale du territoire. Vous pouvez avoir des bâtiments qui consomment, qui continuent à consommer beaucoup, qui n'ont pas baissé 40%. Ce qui compte, c'est la consommation globale de vos bâtiments sur le territoire. Donc, il suffit de faire l'effort sur quelques bâtiments, et nous, c'est ce qu'on fait. On fait l'effort sur 5 bâtiments qui consomment 59% de l'énergie pour atteindre. Après, les autres, on s'en occupe, entre guillemets, c'est pour ça qu'on a demandé d'intervenir, qu'en mesurant et en pilotant la chaleur, et non pas en faisant des énormes travaux. Donc, nous, on est rentré dans une logique. Pour piloter, il faut de la data, c'est-à-dire qu'il faut de la donnée. Il faut avoir une logique de piloter de manière intelligente. Alors, merci parce que, en fait, c'est la logique de tout ce que vous venez d'expliquer. Et nous, on a fixé une ambition supplémentaire. On espère, en 2027-2028, parce que les premiers logiciels sont en train de sortir, la maturité de l'intelligence artificielle sur la gestion bâtimentaire sera sortie. Parce que là, c'est Sébastien qui est là. En fait, je veux sortir. Alors, il y a une équipe dédiée, on parle de ressources. Moi, j'ai 2 agents qui gèrent tout ça. Sébastien, qui est chef de service, et il accompagne un collègue. Si je peux leur dégager du temps qui est, au lieu de collecter de la donnée, du tableau, etc., qui est extrêmement chronophage, je le fais gérer par un système machine, et on met de l'intelligence humaine pour améliorer, faire de la pédagogie auprès des usagers, etc. C'est vraiment ça le but. Alors, l'architecture de principe, elle est là. J'ai mis que 3 bâtiments, mais vous imaginez bien qu'on a 14. Chaque bâtiment va disposer d'un outil qui va gérer l'éclairage, le chauffage, le confort et tous les fluides, et par des connexions à distance. On gère ça aussi au niveau du service technique, parce que Sébastien est situé au service technique, sur un écran où il y a à la fois une visualisation et à la fois un moyen d'agir. Alors, petite particularité, il ne faut pas oublier l'hardware, parce que c'est bien de mettre des systèmes de pilotage, mais pour rapatrier les données, il faut un peu d'informatique et de fibre. Donc, au coût d'équipement de la GTB, il faut penser au hardware. Nous, on en a eu pour 20 000 € sur nos 14 bâtiments. En fait, il faut mettre une box VPN qui puisse envoyer vos données encryptées vers l'endroit où vous envoyez. Pensez-y, c'est un coût supplémentaire. Il faut penser aussi que vous avez besoin d'une connexion Internet avec un débit suffisant. Donc, tous nos bâtiments sont reliés à la fibre. Il faut un tableau électrique conforme. Si vous avez un tableau électrique qui date des années 50, c'est un peu compliqué. Non, mais enfin, je souris. Ça fait partie des éventuels coûts supplémentaires. Et ça, nous, on les a mis dans notre G2. C'est-à-dire qu'on avait prévu que tous nos tableaux électriques soient revus pour être à la norme. Il faut choisir l'endroit où vous centralisez votre information. Les petites alertes, parce qu'on a failli se faire avoir. Pensez bien à mettre que votre GTB soit de classe A ou de classe B, parce que sinon, elles ne sont pas éligibles au C2E. Donc, pensez à bien vérifier ce sujet. Parce que le côté vertueux d'Acté, finalement, quand vous réfléchissez bien, on a utilisé de l'argent des C2E qui vont nous aider à avoir des C2E. Et puis, on a mis des modalités complémentaires d'IAA. On va piloter nos bâtiments en temps réel, y compris l'eau chaude. Parce que l'eau chaude, c'est un vrai sujet. Ça paraît peu, mais en fait, si on n'y fait pas attention, on fait chauffer de l'eau chaude pour nos bâtiments tout le temps, alors qu'à la limite, il n'y a que 2 douches par semaine. Donc on a 2 dispositifs, on a un pack chaleur connecté, et puis c'est un nouveau produit qui est sorti, là, on l'a testé et il commence à fonctionner. Tous nos robinets thermostatiques, on parle de robinets thermostatiques, mais nous en plus, ils vont être pilotés et connectés à distance. Alors, sur le pack énergie-chaleur, on mesure la chaleur du départ et de retour chaufferie, et on mesure l'eau chaude, départ et retour chaufferie. C'est-à-dire
quelle est la température de mon réseau de chaleur, quelle est la température de mon eau chaude. Et puis, si j'ai une anomalie, je suis alarmé. Si je décide de modifier une donnée, je peux le faire à distance. Et en plus, ça me permet de mesurer la température de mon contrat. Et si elle n'est pas respectée, je commence à pénaliser. Et ce qu'on a ajouté, qui sera installé pour l'hiver 2023-2024, c'est un pilotage pièce par pièce. En fait, sur chaque radiateur, au lieu d'un robinet thermostatique classique, on va y mettre un robinet thermostatique connecté et qui en plus intègre des données de fonctionnement de la pièce. C'est un robinet thermostatique, sauf que vous avez un système intelligent à l'intérieur. Et vous allez voir, parce qu'ils vont au-delà, ça fait au-delà du chauffage. Donc chez ces robinets, ils analysent la température. Au lieu d'avoir le bâtiment, vous analysez la pièce. Et dans le cadre de la préparation de notre data et de notre intelligence artificielle, toutes les données de fonctionnement de la pièce vont être collectées. Ce qui fait que dans 2-3 ans, on aura un historique de data, de fonctionnement de chacune des pièces, ce qui permettra de mettre en place des logiciels. Alors ça coûte installer 850 €. Par contre, derrière, il y a un peu de data gérée, mais en tant qu'outil, c'est pas très cher. L'avantage, c'est que vous définissez un planning de gestion des pièces par pièce, mais l'avantage de ces robinets, c'est qu'ils vont au-delà du chauffage. Et quand on revient, il y a le décret PAX, mais aussi on a d'autres décrets dans les collectivités, je pense aux écoles, c'est que ça va mesurer la qualité de l'air, la luminosité, le CO2 et le bruit. C'est-à-dire que vous allez avoir des données d'usage de la pièce, au-delà du chauffage. Et ça permet de répondre à certaines interrogations d'usagers des bâtiments. Bon, et puis là, on se fait aider par Alterne, parce qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, vous avez vu, j'en ai évoqué que l'objectif, c'est en 2027 d'avoir un vrai manager de l'énergie. Donc là, on part dans une logique 3 ans, on fait vivre le contrat, on collecte les données, on prépare. On est une ville de 4500 habitants. Sébastien est très brillant, je n'en doute pas, mais c'est bien de l'accompagner. Et là, on a un contrat avec Alterne, un in-house sur les 4 années, qui vont nous accompagner. J'avais dit, Jean-Christophe, que je te ferais de la pub, mais je le dis. En fait, qu'est-ce que va faire Alterne? Bon, ils vont nous aider à améliorer les performances, mais c'est surtout, ils vont nous aider à changer le prestataire. C'est-à-dire que dans le contrat, maintenant, il y a une réunion technique tous les 2 mois avec le prestataire. On va se faire accompagner d'Alterne pour vérifier que le prestataire ne nous raconte pas d'histoire, parce que ce sont des spécialistes de l'énergie, nous on y est un peu moins, donc c'est bien de se faire aider. Ils vont nous aider à identifier les surconsommations et les anomalies, à préparer la gestion future des bâtiments. J'ai oublié, oui, sur le temps de retour, 8 ans, sur ce qu'on vient de d'équiper. Hors subvention. Si on se fait subventionner, ça réduit le temps. Je suis Tiffaine Bréant, chef de projet chaleur renouvelable au sein de l'ASPL Alterne. Aujourd'hui, je vais vous parler de solaire thermique. Pourquoi du solaire thermique? Parce que c'est une des 3 énergies renouvelables du contrat qui est en train d'être mis en place entre la métropole et l'ADEME. Et aussi parce que nous sommes situés dans une salle équipée de solaire thermique. Et cette visite, elle s'inscrit donc dans un cycle de visite des 3 énergies renouvelables. Il y a déjà eu à Berwick-sur-Seine la visite de géothermie sur sonde. Aujourd'hui, c'est solaire thermique. Et il y aura prochainement une visite de chaufferie bois conduite. Je vais revenir dans un premier temps sur le contrat de chaleur qui est en train d'être mis en place métropole ADEME. Pour remettre un peu le contexte de ce contrat, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition énergétique, a instauré en 2009 un fonds chaleur. Ce fonds chaleur permet le déploiement des énergies renouvelables en France et il est doté aujourd'hui de 500 millions d'euros. Il était il y a quelques années à 300 millions d'euros. Donc une réelle volonté de massifier ces projets en France. Et le constat qui a été fait sur ces aides du fonds chaleur, c'est que les projets de petite taille ne pouvaient pas y être éligibles. L'idée qui a été mise en place par ADEME, c'est donc d'identifier un acteur local pour agréger un ensemble de projets en une seule candidature et du coup être éligible à ces aides. Et c'est donc la métropole de Rouen, pour ce territoire, qui a été identifiée pour jouer ce rôle. Donc le but, c'est de mobiliser un peu tous les porteurs de projets d'un territoire
pour avoir une candidature avec plusieurs projets. Ce contrat, il est éligible à tout porteur de projet, que ce soit des entreprises, bailleurs sociaux, les communes, tous sauf les particuliers. Et l'objectif aujourd'hui, du coup, c'est de poursuivre la communication sur le contrat, de vous informer de l'avancée de ce dispositif et de répondre à vos questions éventuellement si vous en avez. Donc, où nous en sommes actuellement, l'étude de préfiguration avait été lancée en janvier 2023 et elle s'est terminée en septembre. En septembre, il y a eu une délibération de la métropole et un dépôt du dossier de candidature. Cette étude de préfiguration, en fait, elle nous a permis de dimensionner ce contrat. Et aujourd'hui, le contrat a un objectif sur 3 ans de 52 installations. Et pour cela, on a une enveloppe de 7,2 millions d'euros, tout compris travaux, des écoles de travaux, des écoles d'études et pour l'animation du contrat. L'idée étant d'avoir un contrat sur 3 ans, donc de 2024 à 2026, et un prolongement possible sur 3 années supplémentaires. On vise aujourd'hui une signature du contrat fin janvier pour une mise en place février-mars du contrat. Donc le périmètre géographique, comme je l'ai dit, c'est uniquement le territoire de la métropole de Normandie. Et ce contrat fait appel à plusieurs énergies renouvelables thermiques, à savoir la géothermie sur nappe ou sur sonde, la biomasse ou le solaire thermique. Et aujourd'hui, du coup, je fais un focus sur le solaire thermique. Donc voilà, l'objectif, au moins 40 installations d'ici 3 ans. Le contrat est même dimensionné du coup pour 52 installations. De quoi vous pouvez bénéficier grâce à ce contrat, parce que c'est non seulement il y a des soutiens financiers aux études et aux travaux, mais il y a aussi un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet. Donc ça va commencer par un premier échange pour voir vos besoins, vos contraintes, etc. et pouvoir préqualifier un peu sur quel bâtiment on pourrait mettre quelle énergie renouvelable. Et pour cela, il y a également un outil après qui est l'étude d'opportunité. Donc cette étude d'opportunité, la réalisation interne est gratuite ou par un bureau d'études qui nous accompagne. Et par la suite, ça va pouvoir vous permettre, puisqu'elle est multi-énergie, de définir sur tel bâtiment est-ce que cette énergie est adaptée, plutôt que celle-ci. Enfin, voilà, ça vous permet en fait de décider, et peut-être qu'il n'y en aura aucune qui sera adaptée, mais ce sera plutôt un autre projet qui sera mis en place. Voilà. C'est toute une étape d'analyse. Ensuite, une fois que vous avez décidé votre projet, vous pouvez mener des études complémentaires. Là, elles sont en partie financées par l'ADEME. Vous pouvez également avoir des aides de la région. Puis vous avez des aides à l'investissement pour la réalisation des travaux. Et dans tout ça, on peut vous aider sur le montage des dossiers de subvention. On peut vous donner des choix techniques, vous aider à monter des marchés de travaux d'exploitation aussi. Et ça vous permettra à la fin d'avoir des prix de combustible plus stables, une baisse de vos factures énergétiques, des énergies qui sont neutres en carbone dans le milieu du réchauffement climatique, et des technologies qui sont fiables et respectueuses de l'environnement. Un petit zoom sur les 3 filières qui sont concernées par le contrat chaleur. Donc le premier, c'est la géothermie. Vous avez la géothermie sur sonde ou sur nappe. Alors la différence entre les deux, la géothermie sur nappe, on vient récupérer la chaleur de l'eau dans l'aquifère, tandis que la géothermie sur sonde, on vient récupérer la chaleur du sous-sol. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elles ont des performances énergétiques élevées. Si vous voulez, pour 1 kWh d'électricité consommée, on va pouvoir retirer 4 à 5 kWh d'énergie. Quand on compare avec une pompe à chaleur aérothermique qui vient récupérer la chaleur dans l'air, on est au moins 2 fois plus performant. Vous avez également avec la géothermie la possibilité de rafraîchir en plus du chauffage, qui peut être un avantage sur les enjeux de chaleur estivale. Et il y a un potentiel qui est avéré sur notre territoire, c'est vraiment à étudier après au cas par cas. Attention néanmoins, au niveau des inconvénients, la géothermie fonctionne en basse température, donc c'est pas tout le temps adapté à tous les bâtiments en l'état. Parfois, il faut travailler sur les régimes d'eau et les régimes de température. Donc ça peut aussi s'allier avec la régulation dont on parlait tout à l'heure. Et il peut y avoir aussi nécessité de changer des émetteurs. Ça peut arriver.
Il faut la nécessité d'une surface extérieure disponible et bien sûr le type de sol sera vérifié en étude, que ce soit pour la géothermie sur sonde, la typologie du sol, ou pour la géothermie sur nappe, la présence d'un aquifère. Ensuite, vous avez le bois énergie. Donc, vous avez deux types de combustibles, soit le bois plaquette ou le bois granulé, que vous connaissez certainement plus pour les particuliers. Ça, ce sont des technologies qui sont éprouvées. L'avantage de la plaquette forestière, c'est que le coût est très stable et faible, très compétitif par rapport au gaz. Ça l'est un petit peu moins pour le granulé, mais le granulé va avoir d'autres avantages. Ça permet également de développer des filières bois locales. En contrainte, vous avez par contre la nécessité de prévoir un emplacement de stockage. Ça, c'est important à comprendre. Et enfin, du coup, sur le solaire thermique, donc ça permet de récupérer l'énergie du soleil pour pouvoir faire de l'eau chaude sanitaire. C'est pas ici pour l'électricité. Cette énergie solaire, elle est disponible partout. Après, ça va être plus. L'intérêt du solaire thermique, c'est surtout d'en mettre là où il y a des besoins de chaude sanitaire et qui sont importants. On prend comme exemple un EHPAD, une résidence pour personnes âgées, une piscine, un camping, c'est plutôt ce type d'installation qui sera le plus important. Et par contre, le solaire thermique va être disponible majoritairement en période d'ensoleillement, ce qui n'est pas forcément le cas toute l'année. Alors, le principe du solaire thermique, c'est produire de l'eau chaude sanitaire et non pas de l'électricité, comme je disais tout à l'heure. En termes d'avantages, c'est une énergie gratuite, inépuisable, et il y a un frais d'entretien des panneaux qui est faible. En point de vigilance, ça va être une énergie intermittente, disponible forcément il y a de l'ensoleillement. Il faut vérifier la capacité de la toiture à pouvoir supporter la charge, à l'instar des panneaux photovoltaïques. Et encore une fois, j'insiste, mais il faut un besoin de chaude sanitaire quand même qui soit conséquent et surtout qui soit là en période estivale quand il y a plus d'ensoleillement. Pour une école qui est fermée l'été, c'est pas forcément plus judicieux. Sur la carte, vous pouvez voir l'ensoleillement. Donc on a un ensoleillement qui n'est pas le meilleur de la France, mais qui permet de quand même installer ce type de panneaux solaires thermiques d'énergie. En termes d'équipement, il y en a deux grands types, les capteurs vitrés juste en haut et les capteurs à tube juste en bas. Ici, sur la salle de contrôle, vous pouvez voir, c'est les capteurs à tube. Les capteurs à tube sont plus performants, moins encombrants, ils sont un petit peu plus chers et parfois un peu moins robustes. Et il faut bien tenir compte que ces panneaux seuls ne suffisent pas. Vous avez également des équipements complémentaires, juste là, qui sont aussi dans cette salle à côté. Un ballon de stockage, pour pouvoir stocker l'eau produite. Un échangeur qui est intégré ou non au ballon. Il faut aussi une énergie d'appoint, parce que quand il n'y a plus d'ensoleillement, il faut permettre d'avoir soit une chaudière gaz ou tout autre système qui vous produise votre eau chaude. Et enfin, c'est le sujet d'aujourd'hui, une régulation pour pouvoir suivre et optimiser votre installation. Dans le dimensionnement d'un panneau, en gros, ça va vous permettre d'obtenir 50% de couverture de votre énergie par le solaire thermique. Et je vais enfin finir par un petit retour d'expérience d'une étude d'opportunité qui a été menée sur un EHPAD à Déville-les-Rouen. C'est un EHPAD où il y a 120 résidents, il consomme 3400 litres d'eau chaude sanitaire par jour. L'étude a démontré qu'il était nécessaire d'installer 55 mètres carrés de panneaux pour couvrir 50% des besoins de chaude sanitaire. Il faut ajouter à cela un ballon de stockage ici de 3500 litres, donc c'est pas neutre en termes d'espace nécessaire. L'avantage pour cet EHPAD, c'est que la chaufferie en fait est en toiture, et du coup les panneaux seraient quasiment à côté, donc ça fait moins d'équipements techniques à prévoir et un raccordement simplifié. Bien sûr, il y aura quand même une étude structure à prévoir. En termes d'impact environnemental, c'est 18 tonnes de CO2 évitées chaque année. Et si on parle plutôt côté investissement et subvention, ici on estime l'investissement à 120 000 € avec des aides du coup via le contrat chaleur environ à 35% et de la région à 20%. Donc ça fait un reste à charge de 60 000 € environ et un gain annuel de 5 000 € tout compris. Que ce soit combustible, mais aussi la maintenance qui est comprise dans ce gain annuel.
J'en ai fini avec le solaire thermique et vous allez avoir un retour d'expérience du bureau d'études Concept NF sur cette installation de cette salle. Alors, je vais présenter très rapidement sur les généralités de ce bâtiment de Respondoca. C'est un bâtiment qui date de 2010, qui présente 1050 mètres carrés de globalité. Et l'avantage de ce bâtiment-là, c'est que ça nous offre la modularité d'une grande salle de 400 mètres carrés, et la grande configuration d'une très grande salle qui est en jeu pour les deux. Donc c'est un bâtiment qui est très utilisé le week-end pour des réservations festives. Donc comme on le sait, les utilisateurs ne regardent pas l'économie en général. Et puis la semaine, c'est plus sur l'organisation professionnelle. Donc chaque salle a sa cuisine professionnelle. Donc une utilisation assez intense de et puis, chaque salle a son bloc de sanitaire en femme, ce qui représente son intérêt avec le bloc sanitaire, puisque nous avons 6 cellules de 4 mètres carrés et qui produit 36 mètres cubes à l'année. Ce qui, selon notre exploitant, ça couvre vraiment la consommation des besoins. Avec parce que nous on bénéficie de la réduction urbaine. Et donc on n'a pas de consommation haute. Et voilà, après, monsieur Le Bien qui apporte le concept, on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur la technicité. Bonjour à tous, donc, je vous présente un peu le principe de fonctionnement des panneaux solaires. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose de très très basique, on ne va pas inventer grand-chose sur cette installation-là. Vous donnez tout le temps. Donc le principe de l'installation, vous allez avoir des capteurs solaires qui vont être installés en toiture. Vous allez avoir un ballon préparateur avec un échangeur intégré à l'intérieur qui va faire l'échange thermique avec votre eau chaude. Donc à partir du moment où vous avez l'usage sur votre eau chaude sanitaire, vous allez avoir une arrivée d'eau froide de votre réseau à 10 degrés. L'échange thermique va se créer, monter en température, faire un préchauffage et si besoin derrière, vous avez un appoint thermique en cas de problème d'ensoleillement. Donc sur ce schéma-là, vous avez chaudière d'appoint. Ici, l'appoint, comme l'a dit M. Gosset, c'est le réseau de chaleur. Et voilà, donc on a vraiment juste les panneaux, le ballon préparateur et un petit circulateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les circulateurs aujourd'hui sont normés, ils correspondent à la marque IE5 et ils consomment environ 60 watts. Donc 60 watts, c'est l'équivalent d'une poule à fil. Donc voilà, il y a juste ces deux éléments-là pour l'installation. Donc du coup, ça va être un peu redondant avec ce qu'a présenté ma confrère. Donc voilà un peu les panneaux qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui sont installés en toiture. Donc c'est les panneaux plats à verre. Donc panneaux à verre, l'avantage en fait, c'est que vous allez avoir un tube de verre autour qui va faire une isolation, un peu comme le double vitrage en fait de votre vitre, qui va bien isoler et augmenter le rendement de vos panneaux par rapport à des panneaux classiques plats. Et l'avantage de ces panneaux-là, c'est que vous n'avez pas de contrainte de pose. Vous allez avoir un toit plat, un toit à 45, un toit à 30, ou même sur une paroi verticale, vous pouvez installer ces panneaux-là et on va venir orienter à l'intérieur la bande absorbante pour pouvoir l'orienter suivant l'azimut du soleil. Donc là, vous pouvez vraiment installer ces panneaux-là partout. Ici, donc voilà, deux types de présentations qui ont été posées. Donc là, cette photo-là intéressante, en fait, on va avoir un mix énergétique qu'on va pouvoir installer sur la toiture, aussi bien de photovoltaïque qu'une installation solaire. Donc, vous pouvez très bien faire les deux sur votre toiture. Alors, c'est pas ce qu'on voit le plus par chez nous, mais c'est possible de le faire. Et ici, une installation donc à la verticale avec une orientation. Donc ça, vous pouvez l'installer partout où vous voulez. Donc il n'y a vraiment pas de contrainte pour installer ce type de panneau. Donc voilà, donc, comme l'a dit ma prédécesseuse, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc c'est une énergie renouvelable, neutre en carbone, avec très peu de risque de panne, très peu d'entretien, parce que c'est des éléments statiques, très peu d'éléments mécaniques. Donc vous allez avoir que le circulateur. Et le circulateur, généralement, il n'y a pas d'entretien, on est sur des moteurs à rotor noyé, donc on a l'eau qui fait la lubrification, qui
Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? C'est tout après. On va avoir un système qui va être GTCable aussi, vous pouvez remonter les informations via les sondes de température et faire de la consommation d'énergie dessus directement. Et voilà, donc le seul inconvénient qu'on va avoir, ça va être notre approche en fonction du nombre d'ensoleillement sur l'installation. Donc là, la pointe solaire ici du réseau de chaleur, ou ça peut être une chaudière, ou ça peut être aussi une épingle, une résistance électrique dans votre ballon qui va venir faire la pompe. Donc voilà, donc ici le retour d'expérience sur la salle, M. Gosset l'a présenté, je ne vais pas revenir dessus. Donc on a eu un retour aussi d'expérience d'Alkia qui est l'exploitant, qui nous confirme qu'effectivement sur toute la période d'ensoleillement, que ce soit l'été ou à la mi-saison, ça couvre l'intégralité des besoins de chaude sanitaire. Donc vous verrez ensuite l'installation. Ici l'installation est composée donc on a un ballon préparateur de 1500 litres. Ouais, c'est ça. On a un ballon prépa qui va venir préchauffer votre eau avant l'usage. Vous allez avoir un deuxième ballon qui lui va être raccordé au réseau de chaleur qui va faire l'appoint si nécessaire. Mais là, on a regardé tout à l'heure, on a touché les tubes. Le réseau de chaleur, il ne tourne pas. Donc voilà un peu ce qu'on va vous présenter. Chacun sa solution. Donc, la régulation, c'est un axe stratégique. Les températures de relis en période d'occupation, alors que la plupart des locaux sont pas occupés, c'est un axe stratégique aussi. Donc il faut travailler sur les bâtiments énergivores et il faut commencer sur les bâtiments démonstrateurs et il faut aussi faire des diagnostics en amont sur les installations. Et après, il faut emmener, en fonction de votre situation, vos possibilités, dans des dispositifs, des systèmes. Ceux qui ont des contrats d'exploitation de chauffage, il ne faut pas hésiter à les revisiter, il ne faut pas hésiter à vous solliciter. Il y a aussi des AMO qui peuvent vous conseiller sur ces sujets, mais il faut challenger votre exploitant de chauffage, sinon il s'endort sur ses lauriers et c'est dommage pour vous parce que derrière c'est vos factures qui n'y pas. Et sur tout ce qui concerne la GTD, on a nous un certain nombre de choses sous le coude sur lesquelles on peut donner des charges types sur lesquelles il faut travailler également. Et n'oubliez pas que dans le cas du décret tertiaire, on va devoir tracer les trajectoires pour aller à 2030, donc de toute façon, il faudra tôt ou tard se repencher sur le sujet. Et la réglementation reviendra vers nous, puisque le 1er janvier 2025, c'est le seuil de 240 kW pour des kilowatts, et c'est le 1er janvier 2027 pour les 60 kW. 60 kW, c'est un feuille dans un bâtiment. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter nos équipes, on est là pour ça. Et concernant la chaleur renouvelable, là aussi on est à votre disposition. N'hésitez pas à faire passer le message aussi autour de vous. Il n'y a pas que les bâtiments communaux, finalement, tous vos territoires, tous ceux qui sont sur votre territoire sont potentiellement concernés par le dispositif. Donc, d'un côté, les particuliers qui ont deux dispositifs dédiés. Donc il y a des tas de solutions en bois énergie, en géothermie, en sœur thermique dans certaines configurations. Et je pense que le domaine de la santé, le domaine des EHPAD, le DRPR, il y a quand même des enjeux aussi de maîtrise des consommations d'énergie, donc certaines petites solutions. Donc là aussi, on est là pour regarder ces sujets pour vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas aussi à solliciter les collaborateurs issus d'un moment. Voilà, je vous souhaite une bonne visite d'installation de solaire thermique et on se reverra, je pense, en février, on essaiera d'organiser la visite d'une chauffe-froide.